Salutations, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo vlog, un vlog cette fois-ci sans thématique particulière, sans auteur ou autrice mis en avant, vraiment juste vous emmener avec moi dans mes lectures sur une certaine durée, je ne sais pas encore laquelle, je ne sais même pas encore exactement ce que je vais lire, ça c'est assez habituel dans les vlogs lecture. Ce que je sais par contre c'est qu'au début de ce vlog, donc maintenant, je vais vous parler de deux bouquins. Je vais vous parler du livre que j'ai terminé hier, que du coup je vais inclure dans ce vlog parce que ça a été une très bonne lecture, extrêmement riche, extrêmement intéressante. C'est cet essai, Le Pardon de Jankélévitch, et donc je me dis que ce serait dommage de ne pas vous en parler sur la chaîne, donc là c'est l'occasion. Et je vais également vous parler un tout petit peu du livre que je suis en train de lire actuellement, qui est une pièce de théâtre, donc c'est Incident at Vichy d'Arthur Miller. C'est un livre que je vous avais montré dans mon dernier book haul Achat livresque, et que donc j'ai décidé de commencer. Je suis à la page 15, le livre est assez court, enfin la pièce est assez courte puisqu'elle ne fait que 70 pages, et je pense que je vais commencer par ce livre-ci du coup. Donc le point de départ de Incident at Vichy, c'est un groupe de personnages qui a été arrêté dans les rues de Vichy. On leur a donné absolument aucune information, on est en 1942, donc c'est très mal parti pour eux, mais ils n'en savent absolument rien, puisque c'est vraiment à la suite de contrôles aléatoires et un brin mystérieux et angoissant qu'ils ont tous été arrêtés et envoyés dans ce que l'on suppose être un commissariat, et donc ils attendent de voir ce qu'il va se passer. Et donc c'est un point de départ qui est assez intéressant, puisque c'est un truc qu'on retrouve quand même pas mal dans quelques romans de finalement, enfin quelques romans, c'est pas un roman là, c'est du théâtre, mais quelques œuvres de fiction, de mettre finalement une pluralité de personnages dans une situation un peu anxiogène, et de voir comment ils réagissent. Et en fait c'est un point de départ qui est aussi intéressant que dur à mener, parce que ça demande d'arriver à dégager des personnalités sans tomber dans le stéréotype, et ça demande aussi à parvenir à créer finalement des interactions entre les personnages qui fassent pas totalement fake et téléphonées, et qui permettent de dégager des réflexions, des émotions, etc. Pour l'instant, je trouve que c'est vraiment très bien fait dans le cas de cette pièce, c'est-à-dire que il y a vraiment des personnalités qui se dégagent, il y a vraiment des interactions qui sont extrêmement réalistes. En fait, on est vraiment pris, je vous dis là, je suis vraiment au tout début, et c'est une pièce qui est très courte, donc là aussi c'est un peu un challenge d'arriver à prendre en fait son lecteur, d'autant plus on renforce le côté un peu challenge que c'est une pièce de théâtre. Donc là, le fait de la lire, on perd tout l'aspect mise en scène et jeu des acteurs sur scène, mais on est vraiment pris là-dedans, pris avec eux. On voit vraiment des caractères se dégager, des rapports à ce qui est en train de se passer qui se dégagent, et des interactions qui naissent entre eux. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est, je sais pas si c'est voulu par Arthur Miller, mais c'est une pièce qui a été écrite, si j'en suis ce qu'il y a écrit dans mon livre, en 1964, et donc qui a été joué en 1964, c'est-à-dire quand même quasiment, enfin même pas quasiment, 20 ans après l'époque en fait, enfin le déroulé de l'histoire, donc en 1942, et du coup il y a forcément un décalage qui naît entre les personnages et les spectateurs, spectatrices, et les personnages et les lecteurs, lectrices, c'est-à-dire que nous on sait ce qui se passe, en tout cas on en a une idée, en tout cas on sait que c'est plutôt probable que c'est assez mal parti pour eux en fait, et qu'ils vont pas passer un très bon quart d'heure, et que leur avenir est en tout cas à court et moyen terme un peu compromis, mais eux en fait n'en savent rien, et du coup il y a une forme de décalage entre ce que nous savons, en tout cas ce que nous sommes en mesure d'anticiper à minima, ce qui nous semble probable, et ce que eux savent, c'est-à-dire quasiment rien du tout. Et du coup, ça fait qu'il y a quelques phrases qui sont dites à certains moments par les personnages, qui pour eux, vraisemblablement, sont juste l'expression d'un stress et d'une anxiété vis-à-vis de la situation, mais qui chez nous, en fait, résonnent parce qu'on sait dans quelle situation ils se trouvent à ce moment-là. Par exemple, il y a un personnage qui est un peu celui qui parle le plus, en tout cas, qui est là, oui, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un fond un peu raciste derrière ces arrestations? Est-ce qu'on n'aurait pas tous été choisis pour des raisons raciales? Est-ce que vous pensez qu'ils vont nous mesurer le nez? Enfin, c'est ce genre de choses où aucun des personnages finalement ne réagit, où il lui dit juste tais-toi là, tu nous angoisses tous pour rien, et tu parles pour rien, mais qui, quand on sait ce qu'était la France de Vichy de 1942, et quand on sait ce qu'était très souvent, si ce n'est systématiquement, les arrestations à Vichy et en France plus généralement en 1942, résonne en fait. Et
ont une pertinence. Donc je trouve que ce décalage est très intéressant. Je trouve pour l'instant que la palette de personnages est vraiment bien construite, vraiment très captivante et justement pas fake en fait, on y croit vraiment. Donc je vais m'y remettre là cet après-midi et je pense que je vous en parlerai parce que je vais la lire assez rapidement, mais pour l'instant c'est une très bonne lecture. Sinon je voulais aussi vous parler en début de vlog du livre que j'ai terminé hier, donc je vous ai vite fait introduit. C'est Le Pardon de Vladimir Jankélévitch. C'est un livre qui est paru en 1967. On reste un peu dans la thématique Seconde Guerre mondiale, nazi, déportation, etc. Puisqu'en fait, ce livre est paru au moment où on s'est posé la question de savoir s'il était pertinent et possible de rendre les crimes nazis imprescriptibles. Et donc ça pousse Jankélévitch à développer toute une pensée sur la question du pardon, avec comme objectif de montrer en fait quelle est la particularité de cette notion, qu'est-ce qui la caractérise en fait, et donc de la distinguer d'autres notions, parmi lesquelles notamment l'excuse et la compréhension. Donc c'est un livre qui, sur le plan des concepts, est extrêmement intéressant et extrêmement vaste, c'est-à-dire que au-delà du pardon, ça va être aussi l'occasion pour Jankélévitch de développer qu'est-ce qui pour lui définit l'amour, qu'est-ce qui pour lui définit la charité, qu'est-ce qui pour lui définit la clémence, et derrière de créer aussi des formes de grosses catégories de concepts, notamment le point de départ, c'est de distinguer des rapports aux autres, qui sont, lui va parler de rapports transitifs et intransitifs. Un rapport intransitif à l'autre, c'est par exemple la clémence, c'est par exemple la générosité, qui en fait ne s'adresse à personne. Quand on est clément, peu importe l'autre qu'on a face à soi, ce qui compte c'est d'octroyer finalement la grâce à l'intégralité de l'humanité. Alors que dans d'autres notions, parmi lesquelles l'amour par exemple, et ben là on est dans des rapports qui sont transitifs, dans lesquels il n'y a pas uniquement une unilatéralité de ce que l'on va donner, mais également une prise en considération d'un autre qui existe et vers lequel je vais. Donc c'est à la fois le point de départ, je dirais, et également une illustration de comment procède Jankélévitch dans ce texte, où vraiment vont graviter autour du pardon tout un tas de notions qui va prendre le temps vraiment d'expliciter pour montrer en quoi ça n'est pas le pardon et pour du coup dégager à contrario et au fur et à mesure cette notion de pardon. Notamment, il y a une très grande partie de l'essai qui va être dédiée à distinguer le pardon et l'excuse, en montrant que quand il y a excuse, en fait, il n'y a plus de faute. C'est-à-dire que quand on excuse quelqu'un, on va considérer que de manière totale ou partielle, il n'est finalement pas coupable. Donc l'excuse, c'est annihiler, c'est détruire la culpabilité en étudiant la situation. A l'inverse, le pardon, c'est pardonner quelqu'un alors même qu'il est coupable en fait. Donc le pardon suppose la faute et il y a toute une partie de l'essai qui est d'ailleurs dédiée à montrer quelle relation unit le pardon et la faute, pourquoi il faut une faute pour qu'il y ait pardon, mais en même temps la faute n'est pas la seule raison du pardon, puisque déjà il n'y a pas de relation de nécessité, c'est pas parce que vous avez fauté que vous serez pardonné, hein, ça on voit assez bien pourquoi. Et puis également le pardon dépasse en quelque sorte la faute. L'autre grosse notion que mobilise Jankélévitch, c'est la compréhension, c'est l'idée que le pardon n'est pas compréhension, même s'il y a toujours une forme de compréhension dans le pardon. Pour être plus exact, en fait ce qu'il va dire c'est que la compréhension c'est une étude rationnelle de ce qui s'est déroulé. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un jugement spontané, immédiat sur une culpabilité et un événement, on va prendre le temps de comprendre en fait ce qui s'est véritablement passé. Ce qui d'ailleurs le pousse à mettre en lumière quelque chose d'assez important, qui est que effectivement généralement, la compréhension mène à une excuse, à minima partielle, puisque la compréhension faisant résulter une forme de complexité par rapport à l'événement va avoir tendance à pousser à être plus indulgent et à déculpabiliser à minima partiellement le fautif, alors que généralement, mais c'est vraiment des généralités et il insiste là-dessus, le rapport en fait spontané qu'on va avoir à l'événement va plutôt avoir tendance à amplifier la culpabilité. Donc il y a quand même un rapport entre
le plus souvent en tout cas, compréhension et excuse, mais, et c'est très important, la compréhension peut aussi mener à plus de sévérité. On peut, en comprenant, penser qu'en fait, la culpabilité était de tel niveau, et en réalité, après plus d'analyse, on se rend compte qu'elle est beaucoup plus importante. Mais dans tous les cas, et c'est son point, la compréhension ne mène pas au pardon. C'est-à-dire que le pardon ne fonctionne pas sur un mécanisme rationnel. On ne pardonne pas parce qu'on a compris quelqu'un. On pourrait même aller plus loin et dire que souvent, le pardon est un défaut de compréhension, de la même manière que le pardon répond à la part de la culpabilité qui est inexcusable en fait. Il vient pallier l'absence de compréhension, l'impossibilité de comprendre ou la non-volonté de comprendre aussi. On peut choisir de ne pas comprendre et de pardonner, de la même manière qu'il vient pallier l'impossibilité ou le refus d'excuser. Mais, et c'est en ça que c'est un livre, on reviendra là-dessus, mais qui est quand même assez complexe et assez exigeant au niveau conceptuel, il y a toujours aussi une forme de compréhension dans le pardon, mais qui est beaucoup plus intuitive en fait. En pardonnant, on comprend quelque chose. Donc voilà pour ce qui est un peu la thématique essentielle, en tout cas les thématiques essentielles, même si en réalité ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il va dans une première partie de l'essai notamment beaucoup revenir sur quel est le rapport entre le temps, qui rime souvent avec usure, du fait négatif mais également du fait positif, hein. Le temps est le premier ennemi de l'amour, hein, c'est pas pour rien parce que le temps a tendance à user en fait nos rapports aux autres, peu importe que ce soit des rapports positifs ou des rapports négatifs. Et donc il va essayer d'interroger, est-ce que l'usure du temps est le pardon? La réponse est non en fait. L'usure du temps, le simple fait d'avoir oublié, c'est le fait en fait qu'on ait quelque chose qui soit moins à vif, hein, c'est-à-dire qu'on a une haine qui est moins forte qu'elle ne l'était dans les premiers moments, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on a pardonné. Donc il y a aussi toute cette thématique du rapport au temps, de comment le pardon s'inscrit dans le temps, et puis également, je vous ai dit que c'était beaucoup centré sur le rapport entre ce triptyque pardon, excuse, compréhension, mais il y a aussi beaucoup d'autres notions qui vont graviter autour, j'en avais un peu parlé au début, il y a des distinctions conceptuelles autour de notions transitives, intransitives, il y a énormément de passages qui sont liés à comparer le pardon et l'amour, par exemple, le pardon et la foi, avec des analyses de Pascal qui sont extrêmement intéressantes. Voilà, donc c'est un livre qui est quand même extrêmement dense, extrêmement exigeant au niveau conceptuel. Je voulais d'ailleurs revenir aussi avec vous là-dessus. J'avais eu des échos avant de lire en fait Jean Kelevitch sur le fait que c'était un auteur qui était extrêmement difficile, et c'est ce qui fait que pour ma part j'avais un peu repoussé la lecture, et là j'ai quand même décidé de le faire parce que c'est un livre qui, je me disais, pouvait m'intéresser, notamment compte tenu de ce qui m'intéresse par rapport à Arendt, hein, sur la banalité du mal. C'est vrai que c'est pas tout à fait centré là-dessus, mais je pense qu'il y a quelques idées qui mériteraient beaucoup d'être utilisées, d'être travaillées en rapport avec la banalité du mal. Mais c'est vrai qu'on m'avait longtemps dit que c'était un auteur qui était vraiment extrêmement ardu, et en fait je l'ai pas ressenti comme ça. J'ai ressenti une très très forte densité, c'est-à-dire que c'est un livre que j'ai mis du temps à lire. Il est assez court, il fait 270 pages environ, et j'ai mis 5 jours à le lire, ce qui pour moi est pas mal. Enfin, c'est assez long, je lis beaucoup plus vite d'habitude, et en fait c'était un sentiment assez bizarre parce que je sentais pas que c'était impossible, c'est-à-dire j'arrivais à lire, j'arrivais à comprendre les idées, mais en même temps j'avais l'impression vraiment d'avoir un poids quand je lisais, et que c'était vraiment très compliqué. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que je sais pas si j'ai vraiment été très très claire dans le résumé et dans ma tentative pour vous donner quelques grandes idées, quelques grandes lignes autour de cet essai, mais c'est parce que c'est vraiment un livre qui est hyper dense, et c'est ça qui le rend assez long, et c'est un livre qui avance aussi, alors ça c'est positif parce que c'est ce qui rend aussi un début de compréhension plus facile, mais qui avance de manière assez circulaire, c'est-à-dire qu'il revient beaucoup sur ce qu'il dit et il l'ajoute. Donc on avance vraiment très lentement, très progressivement, et c'est ça aussi qui rend la lecture peut-être un peu longue et un peu difficile par moment, même si il y a aucun moment, moi j'ai vraiment ressenti aucun moment où on se dit ah non mais c'est pas possible, c'est incompréhensible et j'arriverai jamais au bout de la ligne. J'ai pas du tout eu ce sentiment par rapport à d'autres auteurs, autrices que j'avais pu lire. Par contre, j'ai senti que c'était dense, difficile, et qu'il fallait avancer lentement, et c'est un livre que j'avais du mal aussi à lire de manière très longue en fait. D'habitude les essais, comme les romans, ça me pose pas de problème de lire 3-4 heures par exemple d'affilée. Là vraiment, c'est une des premières fois d'ailleurs que ça me l'a fait, c'était difficile de lire plus de 30 pages d'affilée. Au bout de 30 pages, j'avais besoin de faire autre chose et juste de m'aérer l'esprit parce que j'avais l'impression d'avoir trop d'informations à digérer. Je pense que c'est aussi le fait que ça soit beaucoup basé sur des distinctions conceptuelles, ce qui est toujours assez lourd
comme façon d'aborder les problèmes, ce qui est hyper intéressant et ce qui est hyper didactique et ce qui stimule énormément la réflexion, mais ce qui est extrêmement lourd. Et sur ce, j'ai terminé la première partie de ce vlog, donc je vais retourner à la lecture de ma pièce de théâtre. Je vous reprendrai ensuite pour vous en parler, voilà, quand je l'aurai terminé. Et voilà, je vous retrouve très vite pour vous et dans quelques temps pour moi du coup. Je vous retrouve beaucoup plus tard dans le cadre de ce vlog lecture. J'ai terminé la pièce de théâtre dont je vous ai parlé dans la première partie du vlog, qui est donc cette pièce de Arthur Miller, Incident at Vichy. Ça a été une très très bonne lecture, globalement. Je m'attendais ça pas... Enfin, franchement, ça n'a pas été une découverte intergalactique. Ça fera pas partie de mes meilleures lectures de l'année non plus. Mais en fait, j'ai été quand même très très agréablement surprise au sens où la thématique, comme je l'avais dit au début du vlog, c'est un groupe de personnes arrêtées qui se retrouvent ensemble en fait avant des interrogatoires et qui passent en fait au cours de la pièce un par un en interrogatoire, donc il y a une tension qui monte, etc. Et derrière, et en plus de cette tension qui irrigue toute la pièce, eh bien y a la question du nazisme, la question du fascisme, il y a aussi la question de la rébellion ou de la soumission par rapport à la tyrannie. Et c'est vrai que ce qui me faisait peut-être un peu peur, même si je ne l'avais pas forcément rationalisé en commençant la lecture de cette pièce, c'est que c'est quand même des thématiques qu'on retrouve dans pas mal d'ouvrages, et donc il y avait peut-être le risque que ce soit un peu attendu, et oui et non. Oui et non au sens où effectivement il y a des réflexions qu'on attend, il y a des personnages qui prennent des positions qu'on attend, il y a un communiste, il y a un type plutôt de l'aristocratie qui se remet en question, il y a un mec qu'on n'a rien à foutre, enfin voilà, oui les personnages sont attendus, mais encore une fois pas stéréotypés comme je l'avais dit au début, c'est-à-dire qu'ils sont quand même très très bien campés, très très bien amenés, avec de la subtilité, et ce qu'ils disent a un sens en fait dans la scène qui est en train de se dérouler. Donc en fait ça passe, et c'est ça qui je pense m'a surprise, parce que je me suis dit vraiment, enfin à tout moment ça va devenir un peu chiant, et tourner un peu en rond, et on va se dire oui bah je sais déjà en fait ce qui va se passer, je sais déjà qu'il va dire ça, je sais déjà qu'il va dire ça, mais non, j'ai trouvé qu'il y avait des répliques qui étaient vraiment très intelligentes, aussi parce que il n'y a pas un abus et un surabus du monologue, et ça c'est pas mal, c'est-à-dire que le risque aussi avec ça c'est d'avoir vraiment des personnages qui partent dans des grandes élucubrations pour expliquer le pourquoi et le comment et le ça c'est bien, etc. Là le choix est plus fait, même s'il y a quand même des monologues, de passer par le dialogue et par l'interaction et par le débat en fait. Et ça j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Il y a d'ailleurs des pages que j'ai entourées pour dire que ça m'avait intéressée et où vraiment il y a des réflexions que j'ai trouvées vraiment bien menées. Il y a une tension jusqu'au bout. De la même manière, c'est bien mené aussi parce que bah, là encore on pourrait penser que bah, tout est un peu écrit d'avance, et c'est vrai que tout est un peu écrit d'avance, mais on est quand même dans l'histoire, on est quand même dans la scène, et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment une très très bonne lecture que j'ai lue là tranquillement cet après-midi, et que j'ai vraiment bien aimé. Donc je vous conseille, si jamais vous voulez découvrir Arthur Miller ou lire une pièce de théâtre contemporaine, en tout cas du XXe siècle, celle-ci est vraiment très très bien, donc voilà. Et du coup, à l'heure actuelle, je ne sais pas encore ce que je vais lire, mais je voulais aussi profiter de ce vlog. Alors je vous ai déjà montré un livre que j'avais lu hier en début de vidéo, mais je voulais aussi vous montrer rapidement une BD, parce que je parle pas beaucoup de BD sur la chaîne, et il y a quelques temps, j'ai lu cette... BD, ouais, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, et en fait je vous en ai encore jamais parlé, et je trouve que c'est dommage parce qu'elle est vraiment hyper intéressante, donc je me dis que c'est l'occasion, comme là j'ai plus... Enfin,
je sais pas encore ce que je vais dire, donc je peux pas vous présenter ma prochaine lecture. Donc cette BD, c'est Les Carnets du Palais, regard sur le palais de justice de Paris, qui a été dessiné par Noël Ehrenschmidt et écrit par Antoine Garapon. Antoine Garapon qui est quand même assez connu pour tout ce qui est vulgarisation des institutions judiciaires, du droit, etc. Il fait notamment pas mal d'émissions sur France Culture, et donc ils ont fait ensemble cette BD qui nous plonge un petit peu dans le palais de justice de Paris. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. J'aime beaucoup le système, alors j'ai vraiment choisi le pire moment pour vous la montrer, c'est-à-dire le moment où il y a la moins bonne luminosité, mais bon, passons. Mais en fait c'est fait un peu comme des carnets. Donc il y a des dessins, c'est écrit un peu tout partout, et ce qui est hyper bien aussi, c'est que vous avez quand même pas mal d'explications, donc on apprend pas mal de choses, et en plus on découvre vraiment l'intégralité, c'est-à-dire que tout n'est pas centré sur la cour d'assises, hein, pour le dire vite. Il y a les affaires familiales, il y a la partie qui gère le tribunal pour enfants, il y a la cour d'appel, il y a effectivement les assises, il y a les geôles, il y a vraiment plein de choses. Et c'est assez immersif, c'est assez didactique, ça permet vraiment de peut-être dédramatiser aussi l'institution judiciaire et voir ce qu'il y a aussi derrière le foisonnement que ça peut être. Donc vraiment c'est une BD que j'ai lue il y a quelques temps maintenant, mais qui avait été une super découverte, donc j'en profite là de ce vlog pour vous en parler. Le seul point négatif quand même, c'est qu'elle est assez chère puisqu'elle coûte 35 €, mais si jamais vous avez l'occasion, moi je l'ai reçue en cadeau, mais si vous avez l'occasion soit de la feuilleter, soit de l'emprunter en bibliothèque, soit de la trouver pas chère, franchement n'hésitez pas à regarder si les questions juridiques et judiciaires surtout vous intéressent. Moi je l'ai lu assez rapidement et ça a été un assez bon moment, plein de découvertes, donc voilà, j'en profite pour vous la montrer. Et voilà, du coup, je pense que je vais arrêter ce vlog ici parce que, mine de rien, j'ai quand même pas mal de plans, en fait. Je crois que la première partie, je l'ai montée déjà et elle fait 17 minutes, donc en fait, c'est assez long. Donc ça aurait été un peu un vlog, une journée lecture avec moi. Peut-être que j'appellerai ce vlog comme ça, je ne sais pas encore. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a permis de découvrir ou redécouvrir des titres. J'espère aussi vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tout le mal que je vous souhaite, c'est de faire de très bonnes lectures. Salut!